Bonjour et bienvenue à cette exploration. Imaginez juste un instant un texte écrit en une petite heure, un soir comme ça, après dîner. Oui, et ce texte, il devient un des écrits les plus diffusés de l'histoire. C'est assez fou. Carrément fou. Plus de 40 millions d'exemplaires imprimés du vivant de l'auteur. On parle d'Elbert Hubbard. Exactement. Aujourd'hui donc, on se penche sur cet essai phénomène « Un message à Garcia ». Notre base, ce sont des extraits d'une édition de 1914. On a la préface, l'essai lui-même. Et notre but, en gros, c'est de décrypter le message clé de ce texte. De voir un peu comment il est né, comment il a fait le tour du monde. Voilà, et comprendre pourquoi il a eu un tel impact à l'époque, et peut-être voir ce qu'il nous dit encore aujourd'hui. C'est ça, voir s'il y a encore une résonance. Alors, on commence par la création. On est le 22 février 1899, anniversaire de Washington. Elbert Hubbard rentre chez lui après une journée, disons, un peu rude. Ah oui, il utilise une expression assez colorée. Il dit qu'il a passé la journée à essayer de former des villageois assez négligents, à abjurer l'état comateux et à devenir radioactif, On sent l'énervement, hein. clairement. Et cet énervement, il va trouver une issue. Le soir, pendant le thé, son fils, Bert, lance une idée. Ah oui, Il dit que le vrai héros de la guerre hispano-américaine, qui venait juste de finir, c'était pas un général connu, mais un certain lieutenant Rowan, chez Cubain Garcia. Et ça, pour Hubbard, c'est le déclic. Il se lève, il va écrire, et en 1 heure, hop, le texte est là. 1 heure, hein. et ce qui est étonnant, c'est qu'au début, Hubbard, il n'y accorde pas tant d'importance que ça. Non, pas du tout. Il le met dans le numéro de mars de son magazine The Philistine, sans titre spécifique, juste un article quoi. Un coup de gueule peut-être. Mais le public, lui, réagit tout de suite. Et fort. Ah oui, c'est la surprise totale. Les commandes pour ce numéro précis commencent à tomber. Quelques dizaines, puis des centaines. Et le tournant, c'est cette commande énorme, exactement, l'American News Company qui en commande 1000 d'un coup. Là, Hubbard se demande ce qui se passe, il demande à son assistant, mais qu'est-ce qu'il y a dans ce numéro qui plaît tant? Et la réponse, sans ambiguïté, c'est le truc sur Garcia. C'est là qu'il comprend. Il a touché quelque chose, mis le doigt sur une préoccupation de l'époque. Et ce fameux truc sur Garcia, c'est une histoire vraie. Faut resituer un peu le contexte. On est au début de la guerre entre l'Espagne et les États-Unis, 1898. Oui. Et le président américain, McKinley, a un besoin urgent. Il doit contacter le général Calixto Garcia, le chef des rebelles cubains. C'est crucial pour la stratégie. Fiable, rien. Situation tendue. Il faut absolument la coopération de Garcia et vite. Et là, quelqu'un souffle au président. Il y a un type, un certain Rohan. Lui, il pourrait peut-être trouver Garcia pour vous. Alors on fait venir ce lieutenant, Andrew Rohan, et on lui donne une mission, une lettre, ultra importante, à remettre en main propre à Garcia. Voilà. La mission est simple en apparence, mais Mais l'exécution? Hubbard la raconte avec une admiration évidente. Rohan prend la lettre. C'est tout. Pas de question. C'est ça le point clé pour Hubbard. Il prend la lettre, il la met dans une pochette en toile cirée, bien protégée, il l'attache sur lui contre son cœur. 4 jours après, il débarque de nuit à Cuba, en barque. Discrètement. Et puis, il disparaît dans la jungle. 3 semaines à pied, dans un pays hostile, inconnu, et à la fin, il trouve Garcia et il remet la lettre. Mission accomplie. Incroyable! C'est une aventure, c'est sûr. Mais ce qui frappe Hubbard, ce qu'il veut vraiment souligner, c'est pas l'exploit physique en soi. C'est le point de départ, l'attitude de Rowan. Le fait qu'il n'ait pas posé de questions. Exactement. Pas de où il est, Garcia, comment j'y vais, c'est dangereux. Non. Il prend la lettre, il comprend la mission, il part. C'est tout. Pour Hubbard, ça, c'est la loyauté. L'initiative, la concentration sur l'objectif. Point. Rohan devient l'exemple parfait, celui qui porte le message à Garcia. Cette absence de discussion préalable, cette capacité à agir direct. Hubbard en fait une vertu majeure. C'est presque à contre-courant de ce qu'on valorise parfois aujourd'hui, non? Le questionnement, la clarification. Oui, c'est vrai. Mais pour Hubbard, c'est le signe d'une force de caractère hors norme. Et c'est ce point précis qui lui sert de base pour sa critique plus large. Tout à fait. L'histoire de Rowan, ça devient une sorte de parabole. Il s'en sert pour pointer du doigt ce qu'il voit comme un gros problème pour les chefs d'entreprise de son temps. Lequel? La difficulté à obtenir que les gens fassent leur travail, efficacement, en se concentrant. Il parle carrément de l'imbécilité de l'homme moyen,
de son incapacité ou manque de volonté à se concentrer sur une chose et à la faire. Il utilise des mots assez durs d'ailleurs. Aide négligente, inattention stupide, indifférence, travail fait à moitié. Oui, il n'y va pas de main morte, et il donne un exemple très parlant. Imagine, dit-il, un bureau, un manager, 6 employés. Il en appelle un. Cherchez-moi dans l'encyclopédie une petite note sur Correggio. Simple, non? On pourrait croire, mais Hubbard parie que la réaction, ça ne sera pas « oui, monsieur », plutôt une avalanche de questions. Du genre, Du genre « c'était qui ce Correggio? Quelle encyclopédie? Où elle est? C'est à moi de faire ça? Vous vouliez pas dire Bismarck plutôt? Et pourquoi c'est pas Charles qui le fait? Il est mort Correggio? C'est pressé? Je vous apporte le livre comme ça vous cherchez vous-même? Pourquoi vous voulez savoir ça ?» Enfin, la totale quoi. La caricature est voulue, j'imagine, pour montrer ce qu'il voit comme une résistance passive, un manque d'initiative flagrant. exactement. Et Hubbard ajoute que même après avoir répondu à tout ça, expliquer où chercher, pourquoi, eh ben, l'employé risque d'aller demander de l'aide à un collègue. Pour revenir en disant qu'il n'y a rien sur Correggio. Voilà. C'est ce genre de comportement qu'il dénonce. Il parle d'incapacité à l'action indépendante, de stupidité morale, même d'infirmité de la volonté. Et il va plus loin, il relie ça à des questions de société plus larges. Oui, pour lui, cette inertie générale, ce manque d'enthousiasme à s'atteler joyeusement à la tâche, comme il dit, ça explique pourquoi le pur socialisme, enfin tel qu'il le voyait à l'époque, est une utopie lointaine. Son raisonnement, c'est quoi? C'est simple, si les gens n'arrivent pas à agir efficacement pour eux-mêmes, comment pourraient-ils le faire si le bénéfice est pour tout le monde? C'est assez direct comme analyse. Il suggère même que pour beaucoup, seule la discipline, la carotte et le bâton en quelque sorte. Un peu ça, oui. Voire la crainte d'être renvoyé le samedi soir, comme il l'écrit. C'est ça qui assurerait un minimum d'implication selon lui. Quelles autres conséquences il tire de ce manque d'initiative qu'il observe? Il insiste sur une sorte de sélection naturelle au travail. Il prend l'exemple d'un comptable, peut-être très bon derrière son bureau, mais impossible de l'envoyer faire une course en ville. Ah bon? Pourquoi? Parce qu'il y a de grandes chances qu'il s'arrête boire un coup dans plusieurs bars en route et qu'il oublie complètement pourquoi il était sorti. On ne peut pas confier un message à Garcia à un type comme ça, conclut Hubbard. Il est aussi très critique envers ce qu'il appelle la compassion larmoyante. Oui. Il vise la pitié envers les exploités des ateliers de misère ou les vagabonds. Pour lui, ça cache complètement les difficultés des employeurs. Les employeurs qui, selon lui, Qui vieillissent avant l'âge, dit-il, à force d'essayer d'obtenir un travail correct de la part d'employés qu'ils jugent peu fiables ou carrément paresseux dès qu'on ne les surveille plus. Il utilise des mots très durs comme bon à rien débraillé. c'est là qu'il parle de ce processus constant d'élimination. Exactement, le weeding out process. Dans toute entreprise, explique-t-il, il y a un tri permanent. L'employeur se sépare de ceux qui ne servent pas les intérêts de l'entreprise et il en embauche d'autres. Une sorte de loi du marché du travail. C'est ça. Et ça s'accélère quand ça va mal, mais c'est toujours là. Il utilise même l'expression de Darwin, la survie du plus apte, parce que logiquement, l'employeur a intérêt à garder les meilleurs. Et les meilleurs, ce sont ceux qui savent porter un message à Garcia. Il faut bien sûr remettre ça dans le contexte des idées sociales et industrielles de la fin du 19e siècle. Il donne un autre exemple frappant, celui d'un homme intelligent, cultivé même, mais qu'il juge absolument sans valeur comme employé. Pourquoi ? Parce que cet homme est toujours méfiant. Il pense que son patron veut l'arnaquer. Il ne sait pas donner d'ordre et il refuse d'en recevoir. Le profil ingérable, quoi. Voilà. Hubbard dit que si on donnait un message pour Garcia à cet homme-là, il répondrait « partez-le vous-même ». Et le résultat, c'est qu'il finit au chômage, aigri, un foyer de mécontentement, que plus personne nous embauchait. Et Hubbard dit clairement que sa sympathie va plutôt à l'employeur qui se bat. Oui, à celui qui réussit malgré les obstacles. Et face à ces critiques, il dresse le portrait de l'employé idéal. L'anti-Correggio, si on veut. Le clone de Rouen. C'est qui cet employé idéal? C'est celui qui fait son boulot bien. Que le chef soit là ou pas. Celui à qui on donne une mission, la lettre pour Garcia par exemple, et qui l'apprend, sans poser de questions idiotes. Avec un seul but, La remplir, exactement. sans chercher à s'en débarrasser. Ces gens-là, affirme Hubbard, on ne les licencie jamais. Ils n'ont pas besoin de faire grève pour être mieux payés. Ils sont recherchés, partout. Et il termine avec cette phrase choc. Le monde réclame à grands cris de telles personnes. C'est vraiment un hymne à l'initiative, à la fiabilité, à l'action autonome. Un hymne qui, on l'a dit, va avoir une diffusion, mais alors incroyable. Revenons un peu sur cette histoire de publication. Juste après la sortie dans The Philistine, Hubbard
reçoit un télégramme. Oui, de George H. Daniels, un gros bonnet des chemins de fer du New York Central. Et que demande Daniels? Le prix pour 100 000 exemplaires de l'article sur Rohan, en petite brochure, avec une pub pour sa compagnie au dos. Et il demande aussi le délai. 100 000 pour la petite imprimerie de Hubbard, c'est juste impossible. Zorocraft Press, c'est artisanal. Hubbard répond, un peu ironiquement peut-être, je peux vous les faire en 2 ans. Ah oui, d'accord. Finalement, il est plus pragmatique. Il lui dit « Écoutez, réimprimez-le vous-même, à vos frais. Je vous donne la permission. » Et Daniels y prend ça au sérieux. Et comment? Il ne fait pas imprimer 100 000, mais plusieurs tirages d'1 demi-million chacun. C'est énorme. Un demi-million. Plusieurs fois. Oui, et il les distribue partout. En même temps, l'essai est repris par plus de 200 journaux et magazines. La machine est lancée et elle ne s'arrêtera plus. Et ça dépasse les frontières américaines, cette histoire. Ah oui, ça devient international, et de façon assez improbable. Il y a ce prince Ilakov, directeur des chemins de fer impériaux russes. Il visite les États-Unis invité par le New York Central. Et il tombe sur la brochure. Exactement. Il tombe sur le petit livret de Daniels, il le lit, il est bluffé par le message, par la diffusion. Et donc de retour en Russie. Il fait traduire un message à Garcia en russe et il ordonne qu'on en donne une copie à chaque employé des chemins de fer de tout l'Empire russe. Imaginez l'échelle. C'est fou. Et ça continue. Ça continue. De la Russie, ça passe en Allemagne, en France, en Espagne, en Turquie, en Inde, Hindoustan comme on disait, jusqu'en Chine. Hubbard prétend même que ça a été traduit dans toutes les langues écrites. Une vraie propagation virale avant l'heure. Et le sommet de cette diffusion un peu folle, c'est pendant la guerre russo-japonaise. Chaque soldat russe qui part au front reçoit sa copie de l'essai. Comme une sorte de manuel de motivation. Peut-être. Et c'est là que ça devient encore plus ironique. Les Japonais, quand ils font des prisonniers russes, ils trouvent ces livrets sur eux. Et ils se disent, si l'ennemi distribue ça à ses soldats, c'est que ça doit être important. Ça doit contenir un secret d'efficacité ou de motivation. Logique, du coup. Du coup, ils le font traduire en japonais. Et là, par décret impérial, sur ordre du Mikado lui-même, on distribue une copie à chaque fonctionnaire japonais, militaire ou civil. Incroyable. Un texte américain, inspiré par la guerre contre l'Espagne, utilisé par les Russes et finalement adopté par les Japonais comme outil de mobilisation. Quelle trajectoire! Le bilan final, comme le dit Hubbard dans sa préface de 1914, est juste. Vertigineux. Plus de 40 millions d'exemplaires imprimés et distribués de son vivant. 40 millions! Il souligne, avec une fierté un peu teintée d'étonnement, que c'est sans précédent pour un auteur de son vivant. Et il attribue tout ça, modestement, à une série d'heureux hasards. Bon, pour résumer, un message à Garcia, c'est bien plus qu'une anecdote de gare. C'est vraiment un plaidoyer très fort pour l'initiative, la fiabilité, la capacité à prendre une mission et à la faire. Sans discuter, sans demander de l'aide toutes les 5 minutes. C'est ça, c'est l'essence de porter le message. Comprendre et exécuter. Et ce qui est intéressant, c'est que ce message, cet éloge de l'autonomie, de la responsabilité, même s'il date d'il y a plus d'un siècle, écrit dans un contexte très particulier, avec des idées parfois un peu abruptes sur le management, Oui, des idées qui peuvent heurter aujourd'hui. eh bien, ça continue de faire débat. Est-ce que ces qualités, l'exécution presque aveugle, l'initiative sans question sont encore les plus importantes aujourd'hui? Ou celles qu'on devrait rechercher? C'est une vraie question. D'ailleurs, la source elle-même se termine sur une note un peu plus philosophique. Hubbard cite cette idée « agir en liberté absolue et savoir en même temps que la responsabilité est le prix de la liberté, c'est le salut ». Ça invite à penser ce lien entre être libre et être responsable. Et pour conclure notre exploration, on pourrait reprendre cet appel final de Hubbard, qui claque un peu. Le monde réclame à grands cris l'homme qui peut porter un message à Garcia. Ça résonne encore, d'une certaine manière. Et ça ouvre une question pour nous, peut-être. Au-delà de l'histoire de Rohan, c'est quoi aujourd'hui un message à Garcia? Quelles sont ces missions critiques, ces infos vitales qu'il faut absolument faire passer? Que ce soit au travail, dans la société ou même dans nos vies perso. Et surtout, quelle qualité ça demande vraiment aujourd'hui pour être celui ou celle qui porte ce message? Vaste question. De quoi réfléchir, en effet.